Donc, je disais sur ce cours, je ne sais pas si c'est uniquement, mais je n'arrive pas à avoir accès au TD et au cours. Bon, a priori, il ne devrait pas y avoir, je ne l'ai pas non plus. La semaine dernière, j'ai pas eu de soucis avec les élèves. Donc, il est un petit peu plus bas. J'ai le cours, mais pas le TD. Ok, bah vous allez voir. De toute façon, voilà. Il y a juste le titre, mais ça, c'est parce que le titre, c'est pour vous indiquer que c'est ce qu'on va étudier. Alors, je l'avais mis la semaine dernière, hein, évidemment, mais c'est la suite de nos cours. Donc, normalement, un petit peu plus bas, vous devriez avoir le cours sur la protection des données personnelles. Un petit peu plus bas dans votre listing, puisque normalement, il y a une première partie qui est consacrée aux vidéos, et normalement, un petit peu plus bas, vous avez le cours. Mais dans les vidéos, des fois, je mets le titre, puisqu'on m'a demandé de mettre un petit peu la progression qui viendra toujours après, avec une semaine d'avance, de façon à ce que vous puissiez étudier le cours, ce dont je doute beaucoup. Mais bon. Allez, on y va sur ce RGPD et vous allez voir, ça va plutôt être un cours, je vais vraiment vous demander d'essayer de participer un maximum, ou sinon, je me suis un petit peu embêté la semaine dernière, hein, vos petits copains de Paris, je crois, ouais. Ouais, c'était compliqué, j'avais aucune réaction à chaque fois que je posais une question. Donc là, je pense que c'est vraiment, on va étudier deux thèmes, la protection des données personnelles et la protection du patrimoine immoral. Euh, c'est deux choses qui peuvent être sympas, mais il faut que ce soit de la discussion. Il y a quelques concepts à retenir et on va tout de suite les situer. D'accord. Et ensuite, c'est de la réflexion par rapport aux différents, notamment aux différents TD et différentes situations qu'on verra dans les énoncés. Alors, concernant la protection des données personnelles, le chapitre ici, vous pouvez vous en faire un résumé. Et quant aux notions qui sont essentielles, à savoir, il y a trois notions. D'abord, les bases et l'encadrement juridique, que l'on va voir. Ensuite, de cet encadrement juridique et de cette disposition légale, on en déduit des droits pour l'utilisateur et des obligations, et des devoirs ou des obligations pour celui qui va recueillir des données personnelles. Il ne vous est pas inconnu, il ne vous a pas échappé non plus que depuis maintenant 2 ans, à chaque fois que vous allez sur un site internet, on vous demande d'accepter certaines conditions. D'accord. Ça parle notamment des cookies, on verra ce que c'est qu'un cookies. Ça parle notamment des cookies et ça parle entre autres de ce qu'on appelle les données personnelles. La base juridique, l'encadrement juridique de tout ce système, d'accord, donc de l'encadrement des échanges de données que l'on peut avoir avec, quand nous, utilisateurs, nous allons sur Internet et que nous laissons nos coordonnées parce qu'on a fait un achat en ligne, nous indiquons dans une barre de recherche un certain nombre de mots-clés pour accéder à des pages, mais aussi voilà, beaucoup de données que nous transmettons et qui sont recueillis par les différents opérateurs, qu'ils soient producteurs de logiciels, éditeurs de contenu ou autres, mais tous ces acteurs de la toile, du web, aujourd'hui se servent de ces données. Dans certains buts, on verra lesquels. Et il est apparu urgent de combler un peu un vide juridique dans le sens où il y avait des réglementations pas très harmonisées au niveau de l'Union européenne et que sont nées certaines affaires, notamment une affaire il y a maintenant plus de 4 ans qui a démontré qu'une société anglaise avait racheté des données à Facebook et les avait revendues ensuite aux personnes qui menaient la campagne électorale de Donald Trump, donc il y a dans la précédente mandature, c'est-à-dire il y a plus de 4 ans, et que ces données avaient servi à adresser des mails personnalisés à des électeurs potentiels. Donc on s'est servi de données que Facebook avait recueillies sur voilà, les profils et les photos et les commentaires qui avaient pu être postés par un certain nombre
d'utilisateurs de Facebook. Facebook avait revendu les adresses, les emails et les données de ces personnes à une entreprise anglaise et cette même entreprise anglaise les a revendues aux personnes qui s'occupaient de la campagne électorale de Donald Trump à ce moment-là. Donc ça a fait un peu un tollé dans le monde du numérique, dans le monde politique et dans le monde juridique, ce qui fait qu'une disposition, un règlement européen qui était déjà dans les cartons a fait subitement son entrée pour être applicable depuis le mois de mai 2018. C'est ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général de protection des données. Donc voilà ce qui va nous intéresser pendant cette heure, c'est à l'aune de ce règlement européen, quels sont les droits qui sont nés pour les utilisateurs et quelles sont les obligations qui pèsent maintenant sur les personnes qui récoltent ces données et qui entendent les utiliser. Alors, avant d'attaquer le TD, que je vais projeter après, avant d'attaquer le TD, je voulais d'abord juste vous faire un point sur ce qui est applicable en France, parce que vous savez que les règlements européens sont directement, la France est obligée d'appliquer les règlements européens. D'accord ? La France fait partie de l'Union européenne et à partir de là, les dispositions qui sont nées de règlements européens sont applicables en France. Elles sont d'abord directement applicables, c'est ce qu'on appelle l'effet direct. Il n'y a pas il n'y a pas besoin. Alors de temps en temps, il y a des harmonisations qui sont nécessaires, mais il n'y a pas besoin de cette harmonisation pour qu'il y ait une application directe. Et elles prévalent aussi sur les lois françaises. C'est pour ça que, en général, quand un règlement européen entre en contradiction avec des dispositions juridique française, la France s'oblige à mettre en harmonie avec ce règlement européen ses dispositions internes. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé, puisqu'on avait, nous, préalablement à ce règlement qui est entré en vigueur, je vous rappelle, en mai 2018, préalablement à ce règlement européen, nous avions déjà un certain encadrement, notamment encadrement qui était chapeauté par la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, qui avait été instauré justement par la loi informatique et liberté et qui encadrait les données à caractère personnel. Cet encadrement se faisait principalement quand on voulait fabriquer un fichier. D'accord ? Oui, elle a bien perdu de ses pouvoirs. Enfin, elle n'a pas perdu de ses pouvoirs. Sa fonction est différente. D'accord ? Avant, nous étions sous un régime d'autorisation, c'est-à-dire que quand vous entendiez constituer un fichier, vous étiez obligé de demander l'autorisation à la CNIL. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'autorisation. Vous pouvez constituer un fichier comme vous voulez. Par contre, vous avez des règles à respecter. Et la CNIL n'agit plus à titre préventif en autorisant éventuellement la tenue d'un fichier, mais elle agit à titre d'information et surtout à titre répressif. C'est-à-dire que si les dispositions du RGPD ne sont pas respectées, la CNIL peut frapper d'amende l'entreprise qui n'aurait pas respecté ces dispositions, chose qu'elle a déjà faite. On le verra un petit peu plus tard. Oui, alors on est plus libre, mais on a quand même un cadre à respecter. Effectivement, on est plus libre. Alors on a un cadre à respecter, on verra que tout le monde ne le respecte pas, évidemment. On a un cadre à respecter. Ce cadre, il est là pour protéger les utilisateurs, d'abord. Il était là pour protéger aussi votre vie privée, puisque, oui, avec les objets connectés, un certain nombre d'informations peuvent être collectées et on peut se poser des questions quant à l'utilisation de ces informations. Maintenant, le RGPD, il n'a que 2 ans de vie. Peut-être devra-t-il évoluer, peut-être devra-t-il être modifié, peut-être faudra-t-il changer un peu notre fusil d'épaule. Mais aujourd'hui, c'est le règlement en vigueur et voilà, on fêtera bientôt les 3 ans du RGPD au mois de mai de l'année 2021. N'empêche que malgré ce règlement européen, dans certains domaines, on a laissé aux États membres de l'Union européenne une marge de manœuvre. D'accord ?
Et je pense notamment aux choses qui peuvent être intéressantes, mais à ce qu'on appelle la majorité numérique. C'est-à-dire que le règlement européen préconise une majorité numérique à 16 ans, en deçà de laquelle un enfant donc, ne peut, sans l'accord de ses parents, donc sans le consentement de ses parents, s'inscrire sur un site internet ou un réseau social. Alors, 16 ans, c'est assez vieux. La Commission européenne qui a mis en place ce règlement a dit, voilà, nous on pense que voilà, il ne faudra pas 16 ans, ça serait bien. Mais par contre, on laisse quand même une marge de manœuvre aux États qui peuvent ramener cette majorité numérique jusqu'à 13 ans. En dessous de 13 ans, ce n'est pas possible, mais entre 13, que chaque État peut fixer entre 13 et 16 ans la majorité numérique. La France a décidé d'activer cette clause qui lui permet de déroger aux 16 ans donnés par le RGPD. Et à votre avis, à quel âge aujourd'hui a été fixée la majorité numérique en France? 18 ans, 13 ans, non, non. 13 ans, non. 14 ans, non. 16 ans, non. Oui, Yvonne, bravo. Et Agnès aussi, et Majdoline aussi, bravo. Donc, la majorité numérique en France a été fixée à 15 ans. Donc, a priori, les sites Internet doivent mettre en place toutes les mesures permettant de vérifier l'identité d'un jeune. Et donc doivent refuser, évidemment, un jeune qui a moins de 15 ans ne doivent pas lui permettre de pouvoir s'inscrire soit sur le site, ou soit sur l'application, ou soit sur le réseau social. Bon, vous avouerez très honnêtement que c'est difficile. Et que qui n'a pas dans son entourage un jeune qui a un Facebook, un Twitter, un XX réseau social, un TikTok, alors qu'il a moins de 15 ans et pour lequel les parents n'ont pas forcément fait la démarche eux-mêmes. D'ailleurs, une enquête, je crois, disait que sur 10 utilisateurs de Facebook, 4 utilisateurs ont moins de 15 ans. Donc 40% des utilisateurs de Facebook ont moins de 15 ans. Et que sur ces 4 gamins, 3 s'étaient inscrits eux-mêmes. D'accord. Donc sur ces 40%, donc il y a 30%, si on veut reglobaliser le chiffre, il y a 30% des inscrits sur Facebook qui le sont illégalement, parce qu'ils ont moins de 15 ans et que l'inscription n'a pas été faite par les parents. On pourrait dire que les enfants de moins de 15 ans n'ont pas le droit. Alors ils ont le droit, bien sûr. Non, ce n'est pas une interdiction d'être sur le réseau social, c'est que l'inscription doit être validée par les parents. Donc ça veut dire que le parent est au courant que l'enfant de moins de 15 ans a un Facebook, a un Twitter, a un compte TikTok, a un compte Instagram, etc. etc. On est bien sur l'inscription autonome. L'inscription seule d'un gamin de moins de 15 ans, normalement, ne devrait pas se faire. Alors que l'inscription via les parents, avec l'accord des parents, peut se faire. Alors c'est très compliqué parce que obligatoirement, si vous avez déjà fait le test, vous êtes allé sur Facebook, vous avez essayé de vous inscrire, on vous demande votre âge, si vous dites 16 ans, ben c'est tout. Voilà. Quand Facebook a mis un contrôle, mais ne peut pas contrôler non plus qui est derrière l'utilisation du clavier. Donc voilà, c'était la petite remarque que je voulais faire sur la mise en place du RGPD en France, les difficultés d'application dans certains cas. D'accord. Et le remplacement d'une ancienne législation qui était la loi informatique et liberté par ce nouvel encadrement juridique. Alors, à travers le TD que je vais mettre à l'écran, on va pouvoir parler. Voilà, ça va nous amener obligatoirement à balayer toutes les obligations et balayer tous les droits qui sont nés de ce RGPD concernant la protection des données. La première chose sur laquelle on doit s'attacher, c'est la définition d'abord de la donnée personnelle. Alors, je vais vous dire 3 choses, et vous allez me dire sur ces 3 choses si c'est une donnée personnelle. La première chose que je vais vous dire, je vais vous demander si
le numéro de sécurité sociale d'une personne est une donnée personnelle. A priori, ça ne pose pas de souci pour tout le monde, oui. Alors, on va balayer mes trois petits exemples, d'accord? Et puis après, ça nous permettra de définir ce qu'est une donnée personnelle. Est-ce que le poids d'une personne est une donnée personnelle? Oui, oui, oui. Alors, Yvonne me dit non, elle. Agnès me dit non aussi. Magdalene, oui. Claire, oui. Non. Alors, c'est un peu partagé. D'accord. Et dernière chose, est-ce que le numéro de compte en banque, le RIB d'une personne est une donnée personnelle? Là, ça ne fait aucun doute. Tout le monde me dit oui. Tout dépend si le poids se trouve dans un dossier médical protégé par le secret médical ou non. Oui pour le RIB. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous dire que oui. Alors, je ne sais plus quel exemple. J'avais pris le numéro de sécurité sociale. Voilà, pour la première partie. Oui, le numéro de sécurité sociale est une donnée personnelle. Non, le poids n'est pas une donnée personnelle. Oui, je dis le poids tout seul. D'accord? J'écarte le dossier médical, je dis le poids tout seul. Voilà, je suis sur un site internet. D'accord? On me dit de rentrer mon poids, ma taille. Ce ne sont pas des données personnelles. Pour calculer par exemple mon IMC, poids tel, je fais recherche. Comment calcule-t-on un IMC? Bon, ben voilà, tac, tac, tac. Et puis je vois, rentrez votre poids. Je rentre mon poids, rentrez votre taille, votre IMC est de autant. Très bien. Ce site-là a-t-il recueilli des données personnelles? Non, il n'a pas de recueilli des données personnelles à travers les deux données que je lui ai transmises. D'accord. Par contre, si effectivement on me demande mon numéro de RIB, c'est une donnée aussi personnelle. Alors, c'est quoi la différence entre poids, taille, couleur de ma voiture, mon revenu? On me demande quel est votre salaire. Je dis, je gagne 10 000 euros. Est-ce que c'est une donnée personnelle? On aurait plutôt tendance à dire oui. D'accord? Mais non, ce n'est pas une donnée personnelle. Pas du tout. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, retenez ça. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Or, mon seul poids, si je mets 80 kilos, est-ce que ça permet de dire c'est Jérôme Brassard qui est derrière l'écran? En aucun cas. Le poids associé à mon nom dans un dossier médical, évidemment, mais ce n'est pas le poids, c'est le nom qui est la donnée personnelle. D'accord? Si je rentre pour mon salaire, ce n'est pas une donnée personnelle. J'ai marqué que je gagnais 10 000. Je suis sur un site de simulation, par exemple, d'impôt. Il dit quel est votre salaire? 10 000 euros. Avez-vous d'autres revenus? Oui, non, oui, non, oui, non. Ces seules données-là ne permettent pas de dire c'est Jérôme Brassard ou c'est Monsieur X qui est derrière l'écran. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien retenir ici, alors que le RIB, indirectement, mon relevé d'identité bancaire permet de remonter jusqu'à Jérôme Brassard. Mon numéro de sécurité sociale encore plus facilement, mon numéro d'étudiant pour ceux qui sont étudiants encore plus facilement, mon numéro, les diététiciennes ont un numéro dont j'ai oublié le sigle, mais permet d'identifier effectivement la personne. Le numéro d'exercice qui vous permet de faire des consultations, c'est le numéro, je ne sais plus comment il s'appelle ce numéro. Mais dans tous les cas, de tels numéros permettent d'identifier la personne. Que ce soit directement ou indirectement. Voilà, le numéro ADI. Exactement. Donc on sait déjà l'encadrement juridique, petite spécificité française sur la majorité numérique. Qu'est-ce que cela entend protéger? Parce qu'on n'entend pas protéger n'importe quoi, on entend protéger des données personnelles. Donc on sait ce que c'est qu'une donnée personnelle. Maintenant qu'on a tout ça, voyons quand je transmets les données personnelles, quels sont les droits que je possède, moi en tant que donneur de données, et celui qui récupère ces données, qui entend les utiliser, euh, quelles sont, lui, ses obligations. Alors, je vais vous mettre à l'écran. Y a-t-il des questions par rapport à ce que je viens déjà de dire? Non, c'est clair pour tout le monde, pas besoin de précision.
il y a des petites choses qu'on va sauter hein, parce qu'elles sont un peu redondantes. Il y a des choses sur lesquelles on va un petit peu s'attarder. Alors sur le premier, ici, sur le premier exercice et le premier texte qui nous est soumis, on nous indique que effectivement, Google, quand vous utilisez soit une application de Google type Gmail, Drive ou YouTube, tout ça c'est Google, ou encore Chrome, ou encore le moteur de recherche Google, obligatoirement, vous êtes en train de transmettre des données. Puisque derrière la recherche que vous allez pratiquer sur Chrome, ou sur, enfin pas Chrome, mais sur Google, vous allez dire, voilà, je recherche un hôtel à Paris pour la semaine prochaine. Voilà. Et bizarrement, vous avez tous remarqué, soit sur nos comptes Facebook, soit sur nos comptes d'autres réseaux, ou soit directement dans notre boîte mail, nous recevons des pubs concernant des hôtels à Paris. Bizarre. Où s'affichent des pubs quand je navigue, ou voilà. On vient m'envoyer de l'information alors que j'ai rien demandé. D'accord. Donc c'est quelque part. On a capté des informations, on s'est servi de ces informations, on les a traitées, et on m'a renvoyé d'autres informations. Alors, ça se fait exactement, Majdoline, avec des cookies. Alors, qu'est-ce qu'un cookie? À part un gâteau très bon, quand il y a des pépites de chocolat, blanc pour moi. Qu'est-ce qu'un cookie? Alors, un cookie, c'est de l'informatique, hein, d'accord? C'est du langage informatique, mais c'est un petit fichier. C'est un petit fichier. Non, 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 ce n'est pas un paramètre de sécurité. On verra après, justement, dans vos paramètres de sécurité. C'est un petit fichier qui permet la communication de votre ordinateur avec un site. D'accord? Dans ce petit fichier vont être stockées des informations que soit le site va récupérer ou qu'il va stocker directement sur votre ordinateur. Tant qu'à faire, autant stocker les recherches que la personne a faites sur son ordinateur. Comme ça, la prochaine fois qu'elle va ouvrir son ordinateur, Google va venir lire les cookies qu'il y a et va éventuellement afficher une page différente en termes de publicité. D'accord. Alors, vous voyez qu'il y a, et dans ces informations, d'accord, il y a vos données de recherche qui, a priori, ne sont pas des données personnelles, recherche hôtel, mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est l'adresse IP. On voit que, notamment, sont recueillies les adresses IP, la position de l'ordinateur ou la position de l'appareil que vous utilisez. C'est quoi l'adresse IP? Vous me dites pour l'adresse IP? C'est l'adresse du PC, oui. C'est la carte d'identité, exactement. C'est avec le PC, exactement. Donc ça identifie l'ordinateur, mais pas que l'ordinateur. Votre smartphone, votre tablette. Donc ça identifie de façon unique. On sait exactement que la personne qui a consulté cette page, l'adresse IP c'est celle-ci, et donc par conséquent, on arrive à retrouver la personne, puisqu'on arrive à retrouver l'ordinateur. D'accord. Donc, ici, on a quand même une donnée qui indirectement peut, pas forcément obligatoire, parce qu'il se peut que ce ne soit pas vous qui ayez utilisé l'ordinateur, mais il peut déterminer quel est l'utilisateur. L'adresse IP est une donnée personnelle. Alors ici, tous ces... Google nous fait un petit article, hein, puisque l'article vient de Google, nous dit, voilà, c'est vrai, nous, on collecte votre adresse IP, on va la traiter, on va vous déposer sur votre ordinateur des cookies, on va collecter aussi un certain nombre d'informations, mais tout ça, vous pouvez le régler. Tout ça, vous pouvez le régler, donc vous avez la possibilité, dans les paramètres de votre ordinateur ou dans les paramètres du navigateur que vous utilisez, de dire, voilà, j'interdis les cookies. J'interdis que des cookies soient transférés ou que des cookies soient déposés sur mon ordinateur. Donc voilà un petit peu. Vous voyez les choses qui se jouent, les enjeux qui sont là. Et à chaque fois que vous allez sur un site internet
que vous visitez et qu'on vous demande d'accepter les cookies, on vous dit, voilà, voulez-vous me donner une petite porte ouverte sur votre ordinateur? Voulez-vous une petite porte ouverte sur votre vie privée? C'est-à-dire, permettez-moi d'aller déposer des fichiers dans un petit dossier de votre ordinateur que je réutiliserai plus tard. Vous imaginez le truc? C'est comme si vous ouvriez votre porte chez vous, physiquement, et que vous autorisiez la personne à déposer un objet dont vous ne savez pas ce qu'il va pouvoir faire l'objet. La personne va vous dire, ben simplement, cet objet, comme on a eu une discussion aujourd'hui, cet objet va garder la traçabilité de notre discussion. Mais qu'est-ce qui vous dit que cet objet n'est pas en train de faire d'autres choses? Qu'est-ce qui vous dit que cet objet n'est pas en train de vous écouter? Vous filmer peut-être. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a un jeu de confiance entre les différents opérateurs et les utilisateurs. Alors ce jeu de confiance, il est un peu, à mon sens, biaisé, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous avez une information qui vient se mettre, vous prenez votre portable, hein, d'accord, vous allez consulter un site internet, vous avez un gros bandeau, accepter les cookies, d'accord, avec peut-être d'autres informations en petit. Personne, parce qu'on a envie d'accéder à l'information que l'on recherche, personne ne lit ce qui est indiqué. Moi-même non plus, hein, d'accord. J'appuie sur OK pour vite voir ce petit truc disparaître et voir les résultats du match de foot que je veux voir. D'accord. Ah bah tiens, Lyon a perdu. Ah zut. Non, je plaisante. Mais c'est vrai. Donc, voilà ici la problématique. C'est qu'en acceptant ça, on dit à Google, vas-y, tu peux venir dans mon ordinateur déposer un truc. Bon, je t'autorise à déposer, je ne peux pas autoriser à faire n'importe quoi, mais je t'autorise à déposer. Mais du moment que vous l'autorisez à faire quelque chose qui vous dit à un moment donné que ça n'ira pas plus loin un jour ou là. Donc c'était ça plutôt ici. Ce qu'on voulait identifier, c'est d'abord que vous compreniez d'abord un certain nombre de termes qui ne sont pas forcément les vôtres hein, dans la vie de tous les jours, les cookies, l'adresse IP, bon, la position de navigation, ça je suppose que ça ne pose pas trop de soucis pour vous. Et que Google est lié par les règles du RGPD. Et la première règle que vous allez retenir, le premier droit, on aura 6 droits à voir côté utilisateur, c'est que l'utilisateur doit être informé. Il doit absolument être informé que des données personnelles risquent d'être gardées et quels en seront les traitements. Qu'est-ce que je vais faire de vos cookies? Donc il doit obligatoirement, premier droit de l'utilisateur ou premier droit de la personne, vous allez vous inscrire sur Amazon, vous allez mettre quoi? Vous décidez de prendre Amazon Premium pour être livré dès le lendemain des commandes que vous allez faire et enrichir encore plus M. Bezos. Et vous allez mettre votre nom, votre code postal, votre adresse. Alors, je ne sais pas exactement, parce que je n'ai pas de compte chez Amazon, mais quelles sont toutes les données que l'on va recueillir. Et puis à la fin, vous avez un petit truc qui vous demande d'accepter. D'accord? Alors, ça ne peut pas être précoché, vous devez avoir l'action d'accepter, mais en acceptant, vous êtes informé. Puisque dit que, alors, il faut aller retourner dans une autre page, peut-être lire un peu plus, mais en général, on ne fait pas, on accepte. Donc, l'utilisateur, on peut dire que l'utilisateur, il accorde pratiquement personne, enfin, en tout cas, personne que je connaisse, et aucun de mes élèves à qui j'ai posé la question n'a un jour été lire toutes ces conditions-là et tout ce que le site peut donner comme information sur l'utilisation des données personnelles et le RGPD. Personne ne le fait. Personne. Alors, est-ce que c'est de l'information? Pour moi, il n'y a pas d'information, puisque c'est tellement compliqué, embêtant, pesant, ça prend du temps. C'est pas au bon moment, j'ai envie de passer ma commande, vas-y, m'embête pas avec tes trucs RGPD. Ouais, c'est ok, allez, vas-y. Et tout le monde dit oui. Très peu de gens qui a déjà refusé, personne. Enfin, moi, je connais personne. Donc, et c'est là le danger. Trop d'informations, plus d'informations. Oui, où il faudrait, ou que l'on sur ce sur quoi notre sécurité numérique repose, c'est la sanction. D'accord. Alors la sanction aujourd'hui, elle est super importante. D'accord. La sanction, elle est super importante puisqu'on s'est dit voilà,
Ça va poser dans le recueil du consentement, dans donner l'information au client. Voilà, ça va être compliqué. On sait très bien que les gens vont accepter et vont accepter tout et n'importe quoi. D'accord. Euh, donc, on peut passer par l'éducation, mais une chose aussi, c'est voilà, une des obligations de l'entreprise qui recueille des données, c'est de ne recueillir des données qui sont nécessaires au traitement. Nécessaires au traitement. Prenons dans le monde de l'entreprise, puisque là on parle de la sécurité sur Internet, mais dans l'entreprise on a la même chose. On a bien souvent des données qui sont stockées en format numérique. D'accord. Vous allez dans une entreprise, au début, quand vous êtes embauché, on va vous demander de ramener votre RIB parce que pour virer votre salaire, c'est nécessaire. On va peut-être demander vos diplômes, on va vous demander un certain nombre d'informations qu'on va stocker. D'accord. Peut-être qu'on va même numériser, mettre dans votre dossier. Et, euh, et ces données-là vont être stockées et elles vont servir. D'accord. Ces données-là ne peuvent être gardées que si elles sont nécessaires au traitement. Quel est le traitement? Réaliser la paye. Donc c'est tout à fait entendable qu'on stocke et qu'on sauvegarde et qu'on garde votre numéro de compte bancaire. Tout à fait normal. D'accord. Euh, Ces données peuvent servir aussi en cas de contrôle quant à vos diplômes. Par exemple, si vous exercez comme diététicienne, vous savez que vous ne pouvez pas exercer comme diététicienne avec n'importe quel diplôme. C'est une profession réglementée. Donc, il est nécessaire qu'on garde votre diplôme. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait entendre qu'une entreprise stocke des données, je ne sais pas moi, voilà, dans mon entreprise, je ne veux pas trop aller sur le terrain d'un cas qui est présenté ici, mais je veux savoir si les femmes sont mariées, d'accord? Et si elles ont des enfants. Je stocke cette information-là. Bon, bonjour madame, donc vous remplissez votre fiche, hein, marié, deux enfants, tac, tac. Et donc, moi, je garde cette information-là. Est-ce que j'ai le droit de garder cette information? Est-ce que dans les traitements que je dois faire, il y a ces informations sont nécessaires? Pas évident du tout, du tout, du tout. Si on en a informé la cliente, là, c'est une de mes salariés. D'accord. Bah, c'est discutable. Il faudrait que je puisse justifier que, entre autres, je pourrais vous trouver des justifications. Hein. C'est pas une donnée perso, mais là, elle est associée ou non. Donc, obligatoirement, elle devient perso si elle est associée ou non. D'accord. Attention, quand tout à l'heure je disais le poids, je vous prends juste l'exemple. Dans la rue, on me dit bonjour monsieur, on fait une enquête et je vois le mec avec sa petite tablette et tout. Il me dit quel est votre poids, quelle est votre taille. Je lui donne mon poids, ma taille. Jamais il peut savoir que c'est genre moi ça. Par contre, s'il me demande mon nom, mon poids, ma taille, à partir de là, toutes ces données ensemble deviennent des données personnelles. D'accord. Ensemble. Si le poids n'est pas associé au nom, c'est pas une donnée personnelle. Alors, donc, ici, moi, je pourrais très bien dire si liberté. Alors, si je peux justifier qu'il m'est nécessaire, dans mon rôle d'employeur, de connaître la situation familiale et maritale, notamment de mes employés et éventuellement du nombre d'enfants, chose que je pourrais très bien tout à fait justifier. Hein. Je parlerai par exemple, moi j'ai besoin, si un jour il y a des licenciements, il y a des ordres de licenciement qui sont fixés. Ces ordres de licenciement qui sont négociés avec les institutions représentatives du personnel peuvent être négociés en fonction de la situation de famille. Si je ne la connais pas, comment voulez-vous que je puisse discuter des ordres de licenciement? Voilà, donc voilà, là j'arrive à justifier le fait que je garde cette donnée. Il y a une prime de Noël qui est donnée. Cette prime de Noël est donnée et est proportionnelle au nombre d'enfants que la maman possède. Pas de souci. Encore une fois, il est bien légitime que je garde la donnée et que je la récolte. Chaque parent dans l'entreprise a le droit à 5 jours ou a le droit à 2 jours de congé pour la rentrée scolaire. Il faut bien que j'ai la donnée, encore une fois. Vous voyez. Donc, si on arrive à justifier
que la donnée est nécessaire aux traitements qui sont envisagés, oui, je peux garder la donnée. Si on ne peut pas justifier que la donnée serve au traitement, à partir de là, je ne peux pas la garder. Alors voyons un peu, notamment ici, dans le deuxième cas qui nous est présenté, quel est le problème qui se pose? Je vais agrandir un peu. Hop. Là, on a notamment un couturier qui entend un peu moderniser tout le système de suivi des clients. Il a repris l'entreprise de son père, je crois, et il va informatiser tout le suivi des clients. Et dans l'informatique, obligatoirement, il entend recueillir le tour de taille, la longueur des bras, la longueur des jambes, enfin, toutes les mensurations nécessaires à des décorations de costumes. On peut voir aussi qu'il touche une clientèle un peu particulière d'hommes politiques et de chefs d'entreprise, de grandes entreprises de la région. Bon. Est-ce que les données ici qui sont recueillies sont des données à caractère personnel? D'après la discussion qu'on a pu avoir, on va dire que si elles sont associées au nom, ce qui est ce qui est vraisemblable, parce que je ne vois pas, si je garde juste des tailles et des tailles et des longueurs de manches, et qu'il n'y a pas le nom à côté, je ne vois pas encore ça va me servir. Donc on imagine bien ici que ces données vont être associées au nom et au prénom du client. Par conséquent, toutes les données auront un caractère personnel. Okay. Deuxième chose, c'est que ce jeune homme, je crois que c'est à Strasbourg qu'il est, quelque chose comme ça, il entend revendre ses données, son fichier client quelque part, à un couturier londonien. Peut-il le faire d'abord? Ou éventuellement, doit-il recueillir l'autorisation des clients? Et encore une fois, si il ne le fait pas, que risque-t-il? Oui, oui, on a compris. Alors, ce n'est pas une cessation de clientèle. Ce n'est pas le client qui le cède, c'est le fichier. Donc, c'est toutes les données relatives au client. Certainement, on peut très bien imaginer qu'on aura un nom, prénom, toutes les mensurations, le numéro de téléphone, l'adresse email, peut-être la date de naissance quand on aime bien envoyer un petit mail pour. Effectivement, obligatoirement, quand il y a transmission des données, on doit recueillir. Donc, c'est un traitement. Hein. Je recueille vos données pour les revendre, pour les donner, peu importe, on s'en fiche. Il y a un traitement. Ce traitement, il est bien particulier ici et obligatoirement, on doit recueillir l'autorisation du client. Ce qui fait naître un droit. Je vous disais, on avait 6 droits. Je vous ai cité le premier tout à l'heure, c'est le droit d'information. La deuxième chose, c'est le droit d'opposition. Le droit d'opposition, c'est le droit pour le client de dire non, je ne veux pas garder, non, je ne veux pas que vous gardiez mes données, ou non, je ne veux pas que vous transmettiez mes données. Okay. Donc ça, c'est le deuxième droit qui est du côté des clients, c'est le droit ici d'opposition. Alors que risque-t-il s'il ne remplit pas l'obligation de recueillir le consentement des clients pour la transmission des données? Quel est le risque aujourd'hui? Alors, on a une gradation. Hein. On a une gradation des sanctions. D'accord. Donc, l'autorité de tutelle, l'autorité qui a le pouvoir de sanctionner, on l'a dit tout à l'heure, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et celle-ci peut infliger des amendes. Alors d'abord, elle peut infliger avec cette gradation des sanctions, hein, bien sûr des avertissements, elle peut aussi faire une mise en demeure, d'accord, mais quand elle voit que, soit parce que la mise en demeure n'a pas été suivie de correction du côté de la personne qui a été un peu pris la main dans le sac, ou soit que l'infraction est beaucoup trop importante, pardon, elle peut sanctionner des sanctions financières, des amendes. Alors, ces amendes, elles peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et elles peuvent aussi, quand elles sont très importantes,
cibler le chiffre d'affaires, être basées sur le chiffre d'affaires et elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc vous imaginez, mondial. Donc vous imaginez sur de très 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 grosses entreprises que effectivement ça peut coûter cher. Donc voilà, donc soit mise en demeure, d'accord, ou bien amende quand vraiment l'infraction est importante. Alors ensuite, on a toujours cette problématique. Là, on a un autre, quelqu'un qui est propriétaire d'un hôtel à Strasbourg. Euh, un des clients veut que l'hôtelier ne puisse pas garder ces informations. Donc ici, on va ouvrir un peu la discussion et se dire, voilà, on est sur, première chose, le droit à l'opposition. Donc la problématique, c'est que je peux m'opposer à ce que mes données soient conservées. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, si j'avais autorisé préalablement à ce que mes données soient collectées et conservées, je peux demander à ce qu'elles soient supprimées, effacées. Ça, c'est le droit à l'oubli. D'accord, que toutes mes données soient effacées de façon irrémédiable. Je rebondis rapidement. Comment peut-il vérifier si. Donc, en saisissant la CNIL, d'accord, c'est la CNIL qui gère ce genre de problème en disant bah voilà, j'ai, malgré les demandes répétées auprès de Facebook, j'ai demandé à ce que mon compte et toutes les photos associées à ce compte soient supprimées. Et bah, je constate après un mois que des photos sont encore visibles, que les informations me concernant sont encore visibles. À partir de là, la CNIL enjoindra Facebook d'effacer toutes ces données très rapidement, en général sous week-end. Et si ça n'est pas fait, pourra astreindre tout ça, notamment d'une astreinte, par exemple, par jour de retard, ou bien d'une amende. Donc, droit à l'information, droit à l'opposition, droit à l'oubli aussi. Donc là, on est dans un second temps, on a d'abord donné l'autorisation de collecter nos données, et puis par la suite, on décide d'arrêter cette autorisation, et donc on te demandait à ce que toutes les informations fournies soient effacées. Alors, dans le monde de l'entreprise, d'accord, au-delà des données personnelles, enfin, quand on est sur les données personnelles, on est sur le domaine de la vie privée. Alors, la vie privée, c'est une sphère aujourd'hui qui est relativement bien protégée par les différents textes. Je pense que la démarche est longue pour supprimer. Oui, elle est longue parce que bah, vous devez saisir. Alors, normalement, le site internet doit vous indiquer comment faire. D'accord, si vous allez sur Facebook, que vous cherchez un petit peu dans Facebook, il y a comment faire une demande pour supprimer mes données totalement. D'accord, euh, si ça n'est pas fait, il faudra saisir la CNIL. Et à partir de là, voilà. Après, le site internet peut aussi mettre, pour éviter des problèmes, voilà, vous n'êtes pas la personne propriétaire du compte Facebook, vous demandez à ce que les données soient effacées parce que vous avez envie de vous venger de votre ex ou de votre prof ou de je ne sais pas qui, c'est un peu trop facile. Donc, Facebook a le droit de mettre en place aussi des systèmes de façon à fiabiliser l'opération. Alors, je vais dire ce que l'image de ligne dit. Oui, tout est précisé dans les conditions de chaque site. Cela reste assez grave. Oui, oui, oui. Euh, sur cette procédure d'effacement des données, cette mise en œuvre du droit à l'oubli, le site doit prévoir, d'accord, doit prévoir la procédure, doit indiquer comment activer cette procédure, et ensuite, une fois que la procédure est activée, doit s'assurer aussi par une procédure plutôt sécurisée que ce soit bien la bonne personne qui, qui demande la suppression du compte. Alors,
revenons sur maintenant la sécurité en entreprise. La sécurité des données est un peu aussi, je pense que là, ici, on fait un peu voilà, un petit tour de la vie privée et de l'entreprise et surtout de l'utilisation des outils numériques. Et je voudrais juste vous poser la question, est-ce qu'un employeur a la possibilité, euh, imaginons que sur le... Allez, on va prendre qui? On va prendre Morgane, c'est la première de ma liste là. Alors, désolé, je ne sais pas si c'est garçon ou fille. J'imagine que c'est fille sans doute. Morgane travaille à l'hôpital ou dans une entreprise privée, peu importe. L'entreprise lui a fourni un ordinateur de travail, évidemment, sur son poste de travail. Et puis, elle a marqué un petit dossier sur son bureau où il est marqué Morgane. Voilà. Dedans, bon, il y a quelques photos de vacances, deux, trois choses un peu perso, un scan de sa dernière fiche de paye, de son avis d'imposition, trois photos d'une maison qu'elle voudrait acquérir, etc., etc. Son employeur euh, a-t-il le droit d'avoir accès à son ordinateur et d'aller regarder, par exemple, ce fameux fichier? Non, non, il n'a pas le droit d'accès à ces... Même si c'est des pros, non, non, non. Alors, je vais vous donner toutes les... Enfin, en quelques mots, hein, je ne vais pas vous retenir pendant des heures sur ce point-là, mais c'est un point qui m'a relativement intéressé et j'ai pu éplucher un peu la jurisprudence qui a eu lieu par rapport à ça. Il y a d'abord eu une première étape. Une première étape, c'est de dire euh, oui, puisque c'est un ordinateur professionnel, l'employeur a le droit de regarder tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, puisque c'est un ordinateur qui, a priori, n'est destiné qu'à l'activité professionnelle. Et qu'en tant que responsable, qu'en tant que dirigeant, d'accord, l'employeur a le droit de vérifier et éventuellement de s'appuyer même à titre de preuve d'éléments qu'il aurait trouvés sur l'ordinateur de l'employeur. Première chose. Se sont dressés un certain nombre d'avocats qui, notamment, ont mis en opposition le droit à une certaine vie privée, même au travail. Donc, petit changement de jurisprudence, la jurisprudence a dit, voilà, les fichiers identifiés comme personnels, clairement identifiés comme personnels, ne peuvent pas être regardés par l'employeur. Donc, clairement, ici, Morgane, ce n'est pas identifié comme clairement personnel. D'accord? Dossier perso Morgane, là, c'est un dossier qui serait identifié comme clairement personnel et auquel, normalement, l'employeur n'a pas le droit d'accès. Ou dans tous les cas, même si il venait à regarder ce fichier, il ne pourrait rien, il ne pourrait pas se servir d'éléments trouvés dans ce dossier, d'accord, pour éventuellement entamer une procédure de licenciement parce qu'il y a une lettre d'injure envers l'employeur, par exemple, d'accord, ou Morgane, je ne sais rien, un fait qui pourrait lui être répréhensible. Donc, si même sur les messageries personnelles, si la messagerie est identifiée comme clairement personnelle, d'accord, si vous avez la famille Adams, c'est une adresse perso, c'est évident. Par contre, si vous avez Madame Tartampion, et le nom de la société, c'est une adresse professionnelle. Alors, il faut bien sûr que ce soit identifié. C'est posé ensuite le problème des clés USB. Si je laisse la clé USB sur mon ordinateur, même si c'est une clé perso, personne n'est censé savoir que c'est une clé perso. C'est pas marqué dessus. D'accord. Et si les fichiers sont à l'intérieur, ne sont pas identifiés comme des clés, comme des fichiers personnels, ils sont regardables par l'employeur. Enfin, dernier temps de cette saga judiciaire qui aboutit jusqu'à une solution qui aujourd'hui est un peu manquable malgré tout, hein, c'est que l'employeur peut regarder, mais uniquement en la présence de l'employé. Donc, imaginons que Morgane est un fichier photo perso vacances Morgane. A priori, l'employeur ne peut pas regarder ce fichier, ou ne peut pas se servir d'éléments de ce fichier. Aujourd'hui, on se dit si, s'il a été ouvert en présence du salarié.
Donc voilà aujourd'hui où on en est dans la vie, dans le respect de la vie privée et par rapport à ces problèmes d'outils informatiques. Alors je parle bien sûr d'ordinateur, je parle de SMS. Compliqué à me dire que ce SMS est perso. Hein, il faudra, si on vraiment on veut garder quelque chose de personnel, bon bah on utilise ces outils perso. Et puis voilà, c'est la meilleure solution. D'accord. Mais alors je parle des tablettes, monsieur. Est-ce que vous avez reçu mes mails? Alors, ça tombe un peu dans le plat, d'accord? Vous allez attendre 2 minutes, mademoiselle. Je termine mon propos et puis je vais vous laisser un petit temps de questions. Ça tombe comme ça. Alors, ici, n'oublions pas non plus que les données, je vous oublie pas, Agnès, surtout si jamais je devais oublier, vous m'interpellez, pas de problème. Euh, je reviens sur une donnée qui est personnelle, c'est une évidence, mais évidemment, l'image, votre image, une photo de vous, c'est une donnée personnelle. D'accord. Et ici, la problématique, c'est que ce monsieur, il filme ses employés parce que bon, bah, il a des doutes sur des vols, il filme ses employés. Tout ça est stocké dans une salle où lui-même a accès, certainement le vigile ou un truc comme ça. La salle n'est pas protégée, rien du tout. Alors, ça pose deux soucis. D'abord, le droit à l'information de la personne est bafoué parce que on recueille une donnée personnelle, d'accord, alors que la personne n'est pas informée, qu'elle est filmée. Première chose. Deuxième chose, ça n'est pas dit là, ça n'est pas le propos, mais euh, en matière de preuve, c'est ce qu'on appelle une preuve déloyale. D'accord. Alors, ça ne tient pas devant un tribunal. D'accord. Et troisième chose, on a un souci, c'est que les données, une des obligations de la personne qui recueille des données, c'est de garantir et de tout faire pour garantir la sécurité des données qu'il a recueillies. Donc là, ce monsieur, il a tout faux, parce que, un, il n'a pas le droit de filmer les personnes puisqu'il recueille des données personnelles alors que les personnes ne sont pas informées, première chose. Deux, il stocke les données alors qu'il n'assure aucun système de sécurité pour l'accès à ces données, puisqu'on vous dit l'accès aux images se fait dans un bureau du responsable de la sécurité et n'est protégé par aucun mot de passe. Donc, le droit des salariés ont été un peu oubliés. Et puis surtout, une des obligations de la personne qui recueille des données a été aussi oubliée, puisque cette personne doit s'assurer de la mise en sécurité des données qu'il recueille. Ça marche? Voilà, je vais en terminer là pour ça. On parlera après de cette obligation de sécurité. Est-ce que c'est une obligation de moyens ou de résultats? On verra la différence entre les deux. C'est toujours bien de faire un petit point sur cette petite notion-là. Mais on continuera ça lors de notre prochain cours. Je vous lis, Agnès. Qu'est-ce que vous me dites? Vous me demandez si j'ai reçu vos mails. Je vais regarder tout de suite. Ils étaient à propos de quoi? Alors, Gmail. Les DM. Ah, si vous voulez savoir si j'ai reçu votre DM. Oui, je vais vous le dire tout de suite. Alors, j'avoue, hein, les DM, je ne les ai pas encore corrigés. Je l'ai dit, hein, j'ai corrigé je ne sais combien de copies la semaine dernière. Là, il fallait que je fasse les sujets de BTS blanc. Oui, ceux qui veulent quitter peuvent quitter. Je vais juste vérifier si Agnès, j'ai bien votre. Et les autres peuvent quitter. On se voit la prochaine fois, je ne sais pas quand, et on continuera ce chapitre. Alors, ça cherche Agnès, je vais vous confirmer ça. Monsieur, prévu un DM pour le. Non, il n'y aura pas de DM. Sûr, il n'y aura pas de DM. Il n'y aura que des quiz. Ce qui sera vraiment le truc hyper important pour vous, c'est le BTS blanc. Bon, ça cherche Agnès, hein, ne vous inquiétez pas. Agnès, oui, j'ai bien reçu votre DM. Il a été envoyé quand? Est-ce qu'il a été envoyé on time? Le 15 février, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. De toute façon, comme je ne les ai pas encore corrigés, c'est bon Agnès, j'ai bien reçu votre DM. Et je ne pense pas cette semaine, la semaine prochaine, je vais les corriger. Et on en fera une correction de toute façon, puisque c'est plutôt important. S'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve donc lors de notre prochain cours et on continuera donc ce chapitre sur la protection des données personnelles. À bientôt.